Donc on peut percevoir aussi ces régulations et la mise en place de ces directives comme d'énièmes cailloux dans les chaussures des entreprises, dans un contexte économique et géopolitique mondial qui est en perpétuel mouvement, d'autant plus actuellement. Est-ce qu'on va aller vers moins de lois? Est-ce que la loi va être défaite? Il faudrait que la loi soit mieux faite, en définitive, parce que les entreprises ne sont pas contre. Elles ne sont pas contre ce mouvement qui consiste à être plus exigeant en matière de durabilité, plus exigeant en matière de réflexion sur la responsabilité des entreprises le long de la chaîne de production, etc. Elles sont plutôt vertueuses aujourd'hui. On est plutôt dans un mouvement vertueux. Maintenant, on ne peut pas exiger des entreprises qu'elles vous fournissent des indicateurs sur tout et n'importe quoi dont on ne va rien faire et les montrer du doigt ou les sanctionner dès lors qu'elles ne l'auront pas fait. Les lois sont mal construites en définitive. Elles sont trop exigeantes, elles sont trop imprécises et elles vont trop loin. Il vaut mieux laisser les entreprises, par exemple, choisir quelques objectifs qu'elles vont atteindre. Je vous rappelle quand même que la RSE, c'est un mouvement de progression continue, hein, et que toutes ces normes, elles viennent de la RSE. C'était de la soft law qui devient de la hard law. Il vaudrait mieux choisir quelques indicateurs sur lesquels on travaille vraiment en profondeur et pour lesquels on peut prouver que ça a de l'impact sur justement la durabilité des entreprises, etc., plutôt que d'obliger les entreprises à faire des audits sur 300 items et finalement, pourquoi faire? Pourquoi faire? Bon, tout ça, ça inspire évidemment. Qu'est-ce qu'on peut suggérer? Que peut-on suggérer en termes de solutions à la fin de cette réflexion? Moi, très honnêtement, je pense il y a un acteur qui manque dans le paysage de cette finance durable européenne. Il y a l'État, il y a les entreprises, on essaye tant bien que mal de réunir les parties prenantes pour les sensibiliser, les intégrer dans cette démarche pour qu'elle soit une démarche convaincue et convaincante. Mais je pense qu'il manque un acteur, on a parlé du GICS, hein, il manque des agences de notation, il manquerait une agence de notation européenne extra-financière, en fait. Cette agence de notation extra-financière, je dis bien européenne, qui serait indépendante, qui serait au fond une instance publique ou semi-publique, pourrait aider à mettre en place justement des standards, parce que c'est cela aussi qu'on souffre de ce manque de standards, d'indicateurs qui permettraient aux entreprises d'être au fond intégrées dans cette démarche de durabilité, d'économie verte, tout en ayant à l'esprit la question de la compétitivité. L'État seul ne peut pas tout faire. Les États seuls ne peuvent pas tout faire. Donc je pense qu'il y a une sorte d'approche mixte et sans doute la présence d'une agence de notation extra-financière européenne pourrait aider à trouver cet équilibre qui pourrait aussi sauver nos entreprises européennes de la concurrence très dure, hein, et elle sera de plus en plus dure, je dirais de partenaires chinois, émergents également, hein, indiens et autres, et aussi américains, puisque les États-Unis semblent prendre du recul par rapport à ces exigences. Donc voilà en substance un peu cette nouvelle configuration dans laquelle on aurait effectivement, qui se rapprocherait de notre idée de smart law au fond. Il faut un choc de simplification en matière législative. D'ailleurs, la directive Omnibus, à mon avis, c'est un peu ça, c'est le choc de simplification. On vient simplifier ce qu'on a complexifié depuis plusieurs années et qui n'est pas soutenable, tout simplement. Alors ce choc, il peut passer effectivement par la proposition d'affaires aussi, mais ce choc, à mon avis, d'abord c'est moins légiféré, c'est mieux légiféré avec toutes les parties prenantes et de façon plus réaliste. Alors on parlait des entreprises européennes, quels conseils pourriez-vous leur donner pour affronter l'avenir dans les meilleures conditions? Un avenir incertain? Alors, moi, pour ma part, c'est pas un conseil pour les entreprises, mais c'est plutôt une réflexion, je dirais, sur, pardonnez-moi, encore le temps, parce que ça, c'est vraiment une préoccupation.
sommes-nous vraiment dans le bon jeu séquentiel en termes de temps? Nous sommes dans des démocraties qui fonctionnent à horizon de 5 ans, 6 ans, 7 ans, le temps des élections. Le problème, c'est, est-ce que ce dont on parle est compatible en termes de temps avec le jeu démocratique? Est-ce qu'on ne devrait pas extraire, comme on a essayé de le faire pour, je dirais, d'autres questions de nature juridique, est-ce qu'on ne devrait pas extraire cette problématique du débat politique de court terme et ajuster au fond un peu l'organisation de notre démocratie, les rendre plus aptes à intégrer ce souci intergénérationnel, cet altruisme intergénérationnel qui est absent aujourd'hui du jeu démocratique, court-termiste bien entendu. Donc voilà, c'est ça qui me préoccupe et évidemment je pense que c'est une réflexion importante. Alors création d'une instance peut-être supranationale qui effectivement assurerait un continuum serait peut-être nécessaire, c'est peut-être une instance européenne, je ne sais pas, mais en tout cas il y a un vide qui permet d'assurer ce continuum, cette continuité de l'action. Parce que faire des lois, certes, mais quid du suivi et de l'impact de ces lois. Donc je pense que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut accompagner nos entreprises. Il faut les accompagner et ne pas tomber dans des espèces de contradictions. Aujourd'hui on dit ça, demain on va dire autre chose, etc. Une continuité me paraît importante sur le long terme, absolument. Accompagner, écouter nos entreprises. Oui. Parce que les politiques publiques, finalement, impriment souvent des lois qui sont déconnectées de la réalité des entreprises. Et je pense que si on partait plutôt des entreprises et des dirigeants et des parties prenantes pour créer des lois qui soient adaptées finalement à leurs besoins et qui permettent un meilleur respect finalement des obligations, de nos obligations aujourd'hui qui sont des obligations pas uniquement économiques mais en termes aussi environnemental, en termes de respect des droits humains, etc. Ce serait beaucoup plus efficace que d'avoir des lois qui tombent du haut vers le bas. Moi j'aurais un dernier point, puisqu'on a parlé du temps, j'aimerais finir sur l'espace. Encore une fois, notre vision, il faut le dire, la CSRD en particulier, elle est un peu ethnocentrique. Ça veut dire elle est centrée sur l'Europe, principalement. Or, nos partenaires sont aussi des partenaires des pays émergents, les pays africains en particulier. Et un certain nombre de règlements, je pense au mécanisme d'ajustement, par exemple, ce mécanisme d'ajustement qui permet en fait de taxer nos importations des pays, par exemple africains, ces mécanismes peuvent être préjudiciables. En d'autres termes, il faut qu'on sorte de cet ethnocentrisme et cette injustice climatique. De manière plus précise, lorsqu'on parle de transition écologique, il n'y a pas que l'écologie. Il y a le E, l'environnement, il y a le S, du social, et G, de la gouvernance. Or, lorsqu'on regarde nos règlements sont plutôt centrés sur le E. Et on veut imposer ces règlements au reste du monde, et en particulier à nos partenaires émergents. Ça n'a pas trop de sens. Car leur contribution, si je prends le continent africain contribue à peu près au grand maximum à 4% des émissions de CO2. On ne peut pas exiger de lui la même chose, les mêmes critères, les mêmes exigences que ceux qu'on exige de nos entreprises. Et donc, je pense qu'il est très important qu'on ajuste cela et qu'on considère aussi l'espace. Les choses ne sont pas dans la même dimension, de la même façon en Europe et puis dans le reste du monde, et notamment dans les pays pauvres. Et je crois que, par exemple, si on prend le cas du continent africain, on a plus besoin de réfléchir sur le S du social et du G de la gouvernance, la pauvreté, l'exclusion, et la gouvernance, les questions de démocratie, etc., des droits de l'homme, etc. Donc, vous voyez, le débat est important qu'on sorte de cette vision
uniquement centré sur l'Europe. Et je crois que c'est une chance d'être à Skema, puisqu'on est une école globale, et ça nous donne cette chance formidable, justement, d'avoir d'autres sensors, d'autres capteurs, voilà, capteurs disons, de vision, et clairement de sortir de cette vision ethnocentrique, qui est préjudiciable tout de même. Il y a peut-être un dernier mot, un message à l'attention des entreprises face à cette... Eh bien, moi je suis plutôt au soutien des entreprises, on va dire, et je souhaite véritablement que les travaux qu'on mène avec Skema Publica et sur le devoir de vigilance, mais pas uniquement sur le devoir de vigilance, servent les entreprises et j'en appelle aux législateurs pour qu'ils soient plus réalistes et qu'ils permettent finalement aux entreprises de mieux respecter les règles ESG en les rendant plus praticables, on va dire, plus exploitables, en simplifiant toutes ces réglementations qui aujourd'hui sont énormes et qui sont incompatibles avec un développement économique mondial, on va dire. Merci d'affaires, merci Diane pour ces éclaircissements, vos expertises respectives. On peut retrouver l'intégralité de cet entretien écrit sur le site du think tank Skema Publica. Et voilà, merci à vous.